Docteur Philippe Duchâteau, vous êtes directeur scientifique chez Selectis. Selectis, une entreprise dont on a beaucoup parlé toutes ces dernières années, et française, oui, française. Et justement, alors là, on bascule dans la génétique. Vous êtes un spécialiste qui va pouvoir nous expliquer la révolution actuelle dans laquelle qu'on est en train de traverser sur l'édition du génome, alors qu'on parle de génétique depuis la fin des années 80. Hein, c'est là que les choses ont commencé de s'accélérer. Mais alors là, maintenant, c'est incroyable. Oui, donc, parlez-nous de ça, en quoi ça avance à grands pas avec ce mot-clé qu'il va falloir décrypter, qui est le fameux CRISPR. CRISPR-Cas9, oui, CRISPR-Cas13. Où ça sera CRISPR et plus généralement l'édition du génome. Édition du génome. Ok, parce qu'il n'y a pas de CRISPR. C'est vrai que CRISPR amène une révolution dans le sens où c'est un outil simple. Mais en général, plus généralement, l'édition du génome, je pense, est en train de révolutionner la biologie du même type que la fabrication du modèle T par Ford a révolutionné. Tenez votre micro comme cela de façon près, d'accord. Donc, je vais en fait revenir sur 18 000 ans d'histoire, parce que je pense que c'est à ce moment-là où ça débute. C'est 18 000 ans. Pourquoi 18 000 ans? Parce que c'est vraiment le début de l'agriculture. Et qui dit agriculture dit sélection. Depuis le début, dès qu'on a commencé à vouloir faire de l'agriculture, on a voulu sélectionner pour avoir des meilleurs rendements, pour avoir toujours produire plus. Par exemple, ici sur cette diapo, vous voyez à gauche l'épi de maïs tel qu'il était à l'origine. Il n'était pas plus petit, il était plus petit que mon petit doigt. Juste par sélection des espèces, puis par hybride, on arrive aujourd'hui à des épis de maïs qui font 30 cm. Donc le génome de gauche et le génome de droite n'ont plus rien à voir. Le même phénomène s'est fait sur le bétail, sur les animaux. On a sélectionné, on a croisé les animaux pour avoir des vaches plus à lait ou des vaches à viande. Donc déjà, sans le savoir, en fait, c'est un peu comme M. Jourdain, hein, ces gens-là faisaient de l'édition de génome sans le savoir, sans outils, de façon empirique. La révolution, ça a été l'avènement de la génétique, avec, dans les années 53, la découverte de la structure de l'ADN, ces deux brins d'ADN qui marchent un peu comme une fermeture éclair. Dans les années 60, ensuite, je reviens sur l'ADN, une fermeture éclair qui est composée de 4 lettres, A, T, G, C. Dans les années 60, on a ensuite décrypté le fait que c'est la suite de ces 4 lettres, A, T, et l'ordre dans lequel elles étaient dans l'ADN, qui formait notre génome et qui envoyait un message. Donc on sait aujourd'hui qu'un être, comme vous voyez le petit bonhomme, un organisme est constitué de cellules, des milliards de cellules. À l'intérieur de cette cellule, il y a un noyau qui contient en fait notre ADN qui fait ce que nous sommes. Et ce mécanisme est vrai pour tous les organismes, aussi bien pour la bactérie, en bas à gauche, une bactérie résistante ici à un antibiotique, c'est vrai pour les animaux, c'est ce qui va vous donner la forme de votre nez, la forme de votre oreille, la taille, mais on sait aussi aujourd'hui, c'est ce qui peut amener à des maladies génétiques, puisque une erreur dans ce texte, dans ce grand livre de ATGC, peut vous amener à, ici, un enfant bulle, c'est-à-dire une mutation dans un gène. Cet enfant n'a plus de système immunitaire, il est condamné à vivre dans une enceinte stérile. Donc, l'édition du génome, qu'est-ce que c'est? Comme je vous disais, c'est vieux comme le monde pratiquement, mais c'était fait par sélection au départ pour arriver d'un génome A à un génome modifié. Aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus performants pour arriver au même but dans des délais beaucoup plus rapides. On a développé ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires, c'est-à-dire c'est des molécules qui vont être capables très précisément dans votre génome. Je vous rappelle que dans votre génome, dans chaque cellule, vous avez à peu près 1,50 m, 2 m d'ADN. On a donc développé des ciseaux qui sont capables d'aller chercher très exactement où couper. Ensuite, la cellule va... Alors évidemment, une cellule qui a son ADN coupé, elle a deux choix possibles devant elle. Elle meurt ou elle répare. Elle va réparer en général, je reviendrai dessus.
Et donc le phénomène de réparation amène des modifications précisément à l'endroit où vous avez créé cette coupure. Donc c'est pas quelque chose de... Évidemment, là ça paraît simple sur cette diapositive, mais on n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. Aujourd'hui, on entend dans les journaux parler de CRISPR, parler du gene editing, comme si ça apparaissait de nulle part, mais ça fait... je pense que l'histoire a commencé dans les années 80, où on a découvert d'abord les mécanismes de réparation de l'ADN, parce que si on n'avait pas connu ces mécanismes de réparation d'ADN, avoir le ciseau moléculaire ne servait à rien. Dans les années 80, on a aussi découvert les premiers enzymes très spécifiques qui ne permettaient de couper qu'à un seul endroit dans le génome. Parce que, bien entendu, vous voulez couper à un seul endroit et pas à 10 ou 20 endroits dans le génome. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez amener en fait des effets adverses, des tumeurs, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, très rapidement, vous avez tous entendu parler de CRISPR peut-être, mais c'est le dernier outil que l'on a aujourd'hui, mais il existe 4 ciseaux moléculaires, donc c'est juste pour information ici, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Par ordre chronologique, les premiers à avoir été découverts étaient des méganucléases. C'est une enzyme de la levure, et son activité naturelle est de provoquer des mutations dans une levure pour s'autopropager. Sont venus ensuite des nucléases. Donc nucléase, c'est une enzyme qui coupe l'ADN à doigts de zinc. Les TALEN en 2010 et en 2013, les fameux CRISPR, dont je crois vous entendrez parler plus en détail après. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces enzymes? Ces enzymes, comme je vous le disais, ne font que couper. C'est pas eux c'est en eux-mêmes qui vont éditer le génome. Donc, si vous voyez sur ce schéma, j'ai essayé de récapituler de façon assez simple ce qu'on peut faire ensuite. Donc, vous avez un gène A, en vert, la flèche. Vous amenez une nucléase spécifique, encore une fois, qui va couper à un seul endroit dans ce gène. La nucléase ne fait que couper l'ADN. Comme je vous le disais tout à l'heure, la cellule doit réparer. Et elle a 2 façons de réparer cet ADN. La plupart du temps, elle va vouloir réparer cet ADN juste par ligation. Elle a une coupure, elle recolle les morceaux. Mais pendant ce mécanisme, elle va faire des erreurs. La cellule n'est pas infaillible. Heureusement pour nous d'ailleurs, il n'y aurait pas de gene editing sinon. Et elle va faire des erreurs, ce qui va arriver à l'inactivation du gène où vous aurez fait la coupure. Donc pour vous le schématiser, vous avez une ampoule qui marche. Avec une nucléase, vous pouvez arriver à éteindre l'ampoule. L'ampoule étant le gène dans ces cas-là. Une deuxième façon d'agir sur le gène, c'est en même temps que la nucléase, vous amenez dans le noyau un petit bout d'ADN. Un petit bout d'ADN qui est similaire au côté de la coupure. Il y a une homologie de chaque côté de la coupure. Et donc la cellule va utiliser ce petit bout d'ADN comme copie. Elle va utiliser ça et elle va copier ce petit bout d'ADN et l'intégrer dans son génome. Donc en jouant un peu sur ce petit bout d'ADN, en étant un petit peu intelligent sur comment on va le designer, on va pouvoir donc corriger des mutations, donc guérir des maladies génétiques ou remplacer carrément des gènes. Et c'est ce que je vous ai schématisé ici. Un gène éteint, mutation génétique, on va pouvoir le réparer et rallumer l'ampoule. Ou un gène fonctionnel, on va pouvoir le changer et lui amener de nouvelles propriétés. Donc aujourd'hui, on a dépassé le stade des laboratoires. Donc, les publications dans ce domaine sont légion, c'est de façon exponentielle depuis l'avènement de CRISPR. Beaucoup d'ailleurs sont juste encore dans le laboratoire, mais il y a quand même des exemples aujourd'hui, et je crois qu'aussi tu reviendras dessus ensuite, c'est vraiment des réalités, aussi bien en agriculture. Nous, par exemple, développons des sojas qui vont être capables de produire une huile très semblable à l'huile d'olive. Donc vous imaginez le bienfait pour le consommateur. On fait des pommes de terre où on a, chose qu'on sait rarement, la pomme de terre, si vous la mettez au frigo,
vous allez produire de l'acrylamide dans la pomme de terre qui est un neurotoxique. Donc on a créé des pommes de terre qui vont pouvoir se congeler ou se mettre au frigo sans produire d'acrylamide. Il y a tout un tas d'exemples comme ça. On fait du blé avec plus riche en fibres aussi pour l'alimentation. Mais ça ne touche pas seulement que l'agriculture, ça va toucher évidemment la recherche. On a maintenant une façon de créer des animaux modèles pour essayer de recréer dans nos laboratoires des maladies et mieux les comprendre et mieux les attaquer. Mais surtout, en fait, un des plus grands avènements, ça va être en thérapie génique et maladies infectieuses. Aujourd'hui, on a des outils nécessaires pour vraiment s'attaquer à ce genre de problématiques. Et je vais vous en donner 2 exemples sur lesquels nous travaillons. Le premier est le sida. L'histoire du sida, elle vient de Timothy Brown, qui était atteint du sida et aussi atteint d'une leucémie. Et pour être traité, ce patient a eu une greffe de moelle contre sa leucémie. Et il a eu la chance d'avoir une greffe de moelle de quelqu'un qui avait une mutation dans un gène. Donc, outre le fait qu'il a été guéri de sa leucémie, il a été aussi guéri de son sida, puisque on s'est aperçu qu'il était guéri de son sida. Donc les chercheurs ont regardé pourquoi, et on a trouvé qu'en fait, une mutation dans un gène, le gène CCR5 que vous voyez en bas, qui est en fait la porte d'entrée du virus VIH dans les cellules infectées, cette personne avait une mutation dans cette porte, le virus ne pouvait plus entrer. Donc tout de suite, on s'est dit, wow, on a des nucléases qui peuvent faire exactement le même travail. Et c'est ce qui a été fait. Le premier patient, Matt Sharp, ça c'était fait aux États-Unis, non pas par Selectis d'ailleurs, par une compagnie concurrente qui s'appelle Sangamo. Ça a été fait quand? Ce patient-là a été traité en 2012. Et donc, en utilisant on a pris les cellules de ce patient, on les a sorties de son corps, évidemment, on les a traitées à la nucléase. On a inactivé ce gène CCR5 et on lui a réinjecté dans le même patient. C'est donc ici une médecine personnalisée. D'ailleurs, j'ai écrit cellules souches, excusez-moi. Dans ce cas-là, ce n'est pas des cellules souches, ce sont des cellules immunitaires. Le virus du sida s'attaque au système immunitaire et ses premiers essais cliniques ont été faits sur des cellules T, des lymphocytes T. On a changé, en fait, j'ai mis un verrou, on a changé le verrou, le virus ne peut plus rentrer. On a cultivé un petit peu ces cellules dans le laboratoire et réinjecté chez le patient. Et ces patients, donc, a vu son système immunitaire pas revenir à la normale, puisque là, c'était les premiers essais cliniques, mais son système immunitaire est revenu à un niveau appréciable. Ces essais continuent aujourd'hui, et en particulier sur des cellules souches aujourd'hui, pour être encore plus efficaces. Je vais maintenant vous parler d'un deuxième exemple que nous développons à Selectis, qui est l'immunothérapie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'immunothérapie et des résultats assez impressionnants qui sont obtenus sur la leucémie, sur certains types de leucémie, avec plus de 80% de guérison quand même aujourd'hui. Deux produits approuvés de ce type aujourd'hui. Donc l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on va utiliser le système immunitaire pour essayer d'aller combattre le cancer. Alors le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous dans votre organisme soit des anticorps, mais ici je ne vais pas en parler, je vais plutôt parler soit des cellules qui vont voyager dans votre organisme et vérifier que tout est en ordre. Vous n'avez pas une infection, que toutes vos cellules marchent correctement. S'il y a quelque chose qui va mal, ces cellules ou virus ou corps étranger va être détruit. Dans le cas du cancer, la plupart du temps, les cellules, on a tous des cellules qui j'allais dire, partent en vrille de temps à autre. Le système immunitaire les détruit. Dans le cas du cancer, dans certains cas, les cellules cancéreuses, pour le faire dire brièvement, en fait, émettent un signal et disent à votre système immunitaire « ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas ». C'est un système de tolérance. Donc l'immunothérapie, en fait, consiste à casser cette tolérance et à rééduquer votre système immunitaire pour aller reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Donc vous avez une photo ici d'un lymphocyte en rouge qui attaque une cellule tumorale.
Et en bas, un patient ici, je crois que c'est un mélanome, où ce patient a eu une seule injection de cellules T, rééduquées pour aller détruire son cancer. Vous voyez que 12 jours après, la tumeur a complètement disparu. Alors évidemment, c'est 12 jours après. Aujourd'hui, tout au moins dans le cas du mélanome... Parlez bien dans le micro. Aujourd'hui, dans le cas du mélanome, on ne peut pas parler de guérison. L'immunothérapie, c'est vrai qu'on en parle en ce moment, enfin, on n'arrête pas d'en parler partout. Ça a véritablement démarré quand, de votre point de vue? Ça a démarré dans les années 80. Beaucoup de choses ont démarré dans les années 80 quand on y pense. Parce que la première chose qu'il fallait faire, c'était rééduquer ces cellules pour reconnaître la cellule tumorale. Il fallait créer d'autres molécules spécifiques de la tumeur et qui pouvaient ensuite donner le signal nécessaire à vos cellules T pour tuer la cellule. Ces premières molécules ont été décrites dans les années 80, ça ne marchait pas beaucoup, mais les essais cliniques vraiment probants datent d'une dizaine d'années. Et depuis, en fait, ça s'est amélioré d'année en année, parce qu'il a fallu tout mettre au point, évidemment, cultiver les cellules, comprendre ce qu'il nous fallait comme cellules, parce que c'est pas aussi simple que ce que je décris aujourd'hui. Évidemment, toutes les cellules T ne sont pas comparables. Le système immunitaire est un système extrêmement complexe. C'est pour ça que ça a mis plus de 20 ans aujourd'hui pour avoir ce genre d'essais, de résultats sur un type de leucémie aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des résultats assez incroyables en immunothérapie. Malheureusement, c'est ce que j'appelle de la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'un patient qui a un certain type de leucémie, on va lui prendre ses propres cellules, les rééduquer et lui réinjecter ça au même patient. 2 produits approuvés avec cette stratégie, ça vous donne un coût de 470 000 $ pour le traitement. C'est de la médecine personnalisée, c'est-à-dire que bien souvent, il arrive que le temps de production de ces cellules est relativement long et le patient peut mourir entre-temps. Donc nous sommes venus avec une autre stratégie en utilisant là l'édition des génomes. Donc ce que nous faisons, c'est que nous prenons un donneur sain, quelqu'un de la salle, un volontaire. Nous allons pouvoir, Monsieur Rocard va nous donner ses cellules. Nous allons lui prendre ses cellules T, donc c'est les cellules qui sont capables d'attaquer tout corps étranger. Dans ces cellules T, on va leur mettre on va appeler une tête chercheuse, c'est-à-dire une tête chercheuse spécifique d'un type de cancer. Si vous ne faites que ça, je ne pourrai réinjecter les cellules qu'à Monsieur Rocard. Si je les réinjecte à mon collègue ici à ma droite, ces cellules vont attaquer tout son organisme et ils vont le détruire. Donc il faut en plus, grâce au gene editing, retirer la capacité de ces cellules T à reconnaître un corps étranger. C'est là où le gene editing intervient. Dans notre cas, nous utilisons des talons qui font une double cassure d'ADN. On va retirer le récepteur à la surface de ces cellules. Donc vous obtenez une cellule modifiée qu'on amplifie en laboratoire et on va donc ensuite la congeler. Et on va avoir des petits flacons dans notre frigo congelés. Et à la demande, on pourra ensuite réinjecter à plein de patients. C'est-à-dire qu'en gros, avec les cellules T de M. Rocard, je pourrais traiter toute la salle contre leur cancer. C'est une amélioration. Alors, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que on n'est pas dans le transhumanisme, puisqu'on a ce qu'on appelle ici des cellules allogéniques, c'est-à-dire qu'elles viennent d'une personne extérieure. Ces cellules sont plus... le concept est plus le médicament. Ces cellules sont appelées à disparaître, puisqu'elles vont être, au bout d'un moment, vos propres cellules T, les propres cellules T du patient vont les rejeter et elles vont disparaître. Elles vont juste avoir assez de temps pour éradiquer la tumeur. Donc c'est ce que nous avons fait. Vous avez peut-être entendu parler de cette petite Leila. En fait,
C'était une petite Anglaise qui, à l'âge... En fait, il y en a eu deux. Deux petits enfants comme ça qui, à 3 et 1 mois, ont été diagnostiqués avec une leucémie. Et tout avait été essayé sur ces deux enfants, et même greffe de moelle, tout ce qui était imaginable. Malheureusement, elles étaient réfractaires à tout traitement, et elles étaient arrivées en fait au point où les médecins avaient décidé de les envoyer en soins palliatifs. Bon, fort heureusement, ces médecins ont eu vent de ce que nous préparions ici à Paris et nous ont contactés pour savoir si notre produit pouvait être injecté. Ils nous ont demandé un peu de produit. Et donc ces deux petites filles ont été injectées en 2015. Donc dans ce cas-là, comme je vous disais, ce que nous avions fait sur ces cellules, nous avions ajouté ce récepteur spécifique. Et ce récepteur spécifique était vraiment spécifique de la tumeur de ces deux enfants. Nous avons éliminé, grâce au gene editing, ce qu'on appelle alloréactivité, de manière à ce que ces cellules T ne reconnaissent pas l'organisme, cet enfant, comme un corps étranger. Et nous avions aussi éliminé un deuxième gène, le gène CD52, qui permettait en plus de combiner ce traitement des cellules T avec un anticorps utilisé en cancérologie. Donc elles ont été injectées en 2015 et à ce jour, elles sont toujours guéries. L'incroyable, en fait, c'est qu'une semaine après, elles étaient rentrées chez elles. Et depuis, tout va bien. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on n'est plus coincé avec notre génome. On peut, donc là, je vous en ai donné 2 exemples, mais il y en a d'innombrables. Hein. On peut quand même jouer aujourd'hui sur ce génome. Et alors, évidemment, on n'en est qu'au début, il y a beaucoup de limitations. Mais les maladies génétiques, les maladies infectieuses, je vous ai parlé du VIH, mais on peut parler aussi du HBV. Hein. Tout ce qui est infectieux aujourd'hui, on commence à s'y intéresser. Et je pense que les nucléases peuvent amener une amélioration dans ce domaine. Je ne vous ai pas parlé d'agriculture, mais là aussi, enfin, je vous ai juste ébauché, mais là aussi, on peut aujourd'hui agir sur le génome des plantes et des animaux pour vraiment créer des plantes et animaux à caractéristiques. Et mon collègue va en parler, donc je n'irai pas plus loin. D'accord. Donc, évidemment, tout paraît idyllique tel que je vous l'ai dit. Ce n'est pas tout à fait la même chose au jour le jour. Il reste quand même beaucoup de choses à faire. Il faut maîtriser l'efficacité aujourd'hui. Quand on travaille ex vivo, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des cellules, les travailler, les réinjecter. L'efficacité aujourd'hui est correcte. Mais on peut penser à des applications où on aura besoin d'injecter la nucléase directement chez le patient. Et là, il nous faut des efficacités supérieures. Il faut aussi maîtriser la coupure. Je vous ai dit que les nucléases étaient créées pour couper à un seul endroit dans le génome. On veut surtout qu'elles coupent à un seul endroit, à l'endroit où on a choisi. On ne veut pas que ça aille couper à 10, 20, 30 ou même plus. C'est d'ailleurs un des problèmes aujourd'hui de CRISPR. C'est ça qui freine aujourd'hui CRISPR dans ses applications thérapeutiques. Et évidemment, il y a aussi maintenant, ça risque de devenir un problème de société. On peut faire tellement de choses avec ces technologies l'éthique intervient. Il est temps de raisonner sur que peut-on faire? Va-t-on seulement guérir ou va-t-on augmenter les capacités de l'homme? On va y revenir. C'est vraiment un problème sociétal, je pense. Bien sûr. Donc on y reviendra. On va en discuter. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer sur cette dernière slide. Ah oui, c'est amusant que vous ayez fait. Elle est assez amusante parce que ça montre quand même qu'il est très dur de prédire en science. Car vous voyez en bas, même un des Fairwright, un des premiers hommes qui a volé, en 1901, lui se disait qu'il lui faudrait 50 ans pour pouvoir voler. Et en 1903, il décollait. Merci.